Bon, on va commencer. Merci d'être venu, d'avoir eu le courage de venir. Je ne sais pas si vous serez capable de repartir. Enfin, on va essayer d'aborder des sujets qui sont d'actualité et en même temps qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui nous mettent dans des impasses aujourd'hui. Voilà, donc on va repartir sur des bases essentielles de manifestation de la vie. On va se servir d'un support qui en fait n'est pas trop prévu pour ça, mais on va prendre uniquement quelques images de ce PowerPoint comme référence sur lequel je vais développer des propos. D'accord ? Donc le titre de la conférence, c'est « La biodiversité, le climat, la Terre et nous ». On pourrait rajouter plein d'autres choses, si vous voulez, dans cette série. Mais rien que là-dedans, la biodiversité, le climat, la Terre et nous, c'est indissociable. Et c'est justement en partant de ce lien qu'on va essayer de décortiquer les impasses dans lesquelles on est. Pour ça, on va devoir remonter 2 siècles et demi en arrière pour comprendre les erreurs fondamentales d'un monde, je ne sais pas comment le définir, ce monde, qu'on a qualifié le siècle des Lumières, qui en fait nous a vraiment entraînés dans l'obscurité. Donc comment faire pour retrouver, si vous voulez, quelque chose qui a un sens, une cohérence? Eh bien, on va remettre en cause un certain nombre, bon, on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui, mais un certain nombre de théories basiques. Je peux vous faire une liste rapidement, qui sont responsables des impasses dans lesquelles on est, aussi bien au niveau écologique qu'au niveau de la santé, qu'au niveau agriculture, etc., etc. Par exemple, on nous dit le soleil, non, je vous dis le soleil n'émet ni chaleur ni température. Il va falloir l'expliquer. Mais pour pouvoir l'expliquer, il faut remettre en cause la composition de l'air. On nous dit l'air, c'est de l'oxygène. On fait toujours un amalgame entre l'air et l'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène dans l'air. Tout ça, j'ai, si vous voulez, des preuves scientifiques, j'ai dans ma sacoche. À chaque fois que je vous amène un propos qui peut être dérangeant, il y a toujours une référence au niveau d'un document que j'ai sur moi. Le cœur n'est pas une pompe. Par contre, le sang fabrique les vaisseaux. Mais le sang ne circule pas dans les vaisseaux. Et c'est le sang qui fait battre le cœur. Vous voyez, en partant de tout ça, on peut comprendre comment fonctionne un être humain et surtout, on peut comprendre aussi pourquoi on cherche à ce qu'un être humain ne s'exprime pas en tant qu'entité individuelle, mais soit noyé dans un groupe qu'on peut mener par le bout du nez. D'accord ? Et ça, c'est la pensée pasteurienne. Donc, il y a 2 ans, au mois de janvier 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'était en janvier 2012, j'avais mis le même titre que cette conférence-là à Paris, au salon Vivez Nature, Espace Champéret. Et en sous-titre, j'avais mis vers la fin de la pensée pasteurienne. La pensée pasteurienne, c'est basé sur le combat. Le combat, c'est-à-dire les microbes, les trucs qu'il faut tuer, il faut se défendre, il faut, voilà. Un enfant, quand il vient au monde, il ne vient pas comme un guerrier qui va combattre quelque chose. Il vient ouvert sur un monde qui vient découvrir, qui vient le nourrir, et non l'inverse. La pensée pasteurienne a fait on croit qu'il faut combattre pour pouvoir vivre ou survivre. Et c'est ça le gros problème, c'est ça l'origine du désherbant. C'est ça l'origine de la pensée inversée. D'accord ? Et c'est ça aussi qu'on utilise dans le principe vaccinal, qui est totalement faux. Or, la vaccination, ça entraîne la perte de l'individualité.
Quand on parle de biodiversité, l'être humain en fait partie. Mais il n'y a pas deux êtres humains pareils. Et avec le principe vaccinal, on essaye de faire disparaître la différence entre deux individus. C'est-à-dire l'individualité disparaît. C'est ça le principe vaccinal. C'est d'introduire dans le système immunitaire des données dont l'être humain, surtout un enfant tout petit, n'a absolument pas la capacité de discernement pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive, jusqu'à arriver à la perte même d'identité, qu'on peut appeler autisme. Donc voilà, ça c'est juste une série d'exemples. Donc je vais essayer après de vous expliquer scientifiquement comment on peut sortir de ces impasses. Donc on repart sur une base. La base, c'est la vie. Qu'est-ce que la vie? Donc la vie, on ne peut pas le nier, c'est un fait établi. C'est une réalité sans commencement ni fin. Tout ce qui existe appartient à l'essence de la vie. La vie est apparue avec la forme, mais elle existait bien avant, car c'est elle qui a créé la forme. Déjà, ça, c'est important de le conscientiser. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est une manifestation de quelque chose qui existe. Mais ce qui existe, on ne le voit pas. C'est la forme qui le rend visible. D'accord? Or, il faut savoir qu'on ne voit que 0,5% de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a 99,5% du monde non visible qui permet à ce 0,5% de visible d'exister. En tout cas, à nos yeux, de pouvoir les observer, cette manifestation du visible. À savoir aussi que nos yeux émettent plus de lumière qu'ils en reçoivent. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire que nos yeux sont capables, par exemple, on reprend l'exemple d'un enfant qui sort du ventre de sa maman, eh bien, le regard qu'on porte sur l'enfant fait partie de l'identité que va avoir l'enfant. C'est-à-dire la reconnaissance. Les yeux, quand on observe quelque chose, communiquent avec cette chose. C'est le principe même de la physique quantique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du boson de Higgs. Hein, les Français au CERN ont crié cocorico un peu vite d'ailleurs. Il y a 3 ans, je crois, c'était au mois d'août d'ailleurs, si je ne m'abuse, juillet, août, ils ont découvert soi-disant le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'était le chaînon manquant de la conception même de la matière, l'élément le plus petit connu. Or, ils ont fait cette explosion, donc c'est ils lancent, je ne sais pas ce que c'est, un proton ou je ne sais pas quoi, sur une cible. Et au moment de l'explosion, se passe une explosion de matière, si vous voulez, et là, il y a un élément qui, jusqu'à présent, n'avait jamais pu l'observer, qui est apparu. Et l'équipe des chercheurs ont crié tout de suite « Hourra, on a trouvé le boson de Higgs ». Sauf que, parce que l'image était floue, pour être sûr de voir clairement ce fameux boson de Higgs, ils ont mis une caméra automatique, mais ce n'est pas les yeux qui ont filmé, qui ont regardé. Et quand c'est la caméra, on ne voit pas de boson. Quand c'est les yeux, on voit l'élément. Pourquoi? C'est le principe de la physique quantique. Nos yeux sont capables de créer quelque chose. D'accord? Et là, on repasse dans la composition de l'air, les champs morphogénétiques, les ondes électromagnétiques, etc., etc., pour arriver à comprendre ce phénomène. Juste par rapport, c'était pour vous parler de ce que l'on ne voit pas et de ce que l'on voit. Tout ce qui existe appartient à l'essence de la vie. La vie est apparue avec la forme, mais elle existait bien avant, car c'est elle qui a créé la forme. Ce que nous appelons donc le commencement de la vie est en fait celui de la forme. Ok ? La vie circule librement universellement, sans interruption et sans fin. Elle se manifeste par le principe du vortex. Le principe du vortex, en fait, c'est un échange d'informations. On va voir comment ça fonctionne. J'ai oublié, d'habitude j'amène le vortexeur avec les 2 bouteilles là et on voit l'eau circuler. En fait, ce qui se passe, le principe du vortex, c'est la base de toute forme de manifestation de la vie. S'il n'y a pas de vortex, il ne peut pas y avoir d'apparition de matière. D'accord ? On continue.
Voilà, le descriptif du fonctionnement d'un vortex. Un vortex, il faut qu'il ait une raison. Cette raison, elle est toujours liée à un échange d'informations, dans le but d'harmoniser un espace. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait toujours une recherche d'équilibre dans une différence de potentiel. Une différence de potentiel, c'est entre un espace et un autre, se crée un courant électrique. C'est ça une différence de potentiel, une tension. Entre le haut et le bas d'un vortex, il y a une différence de potentiel. C'est pour ça que ça circule. Du plus, toujours vers le moins. Mais dans un vortex, à chaque fois qu'une particule chargée d'informations lumineuses, donc le photon, est happée par ce vortex et fait un tour dans ce vortex avec un diamètre qui diminue progressivement vers le centre du vortex, on appelle ça une spire. Donc, un vortex vu par-dessus ou par-dessous, en fait, c'est autre qu'une spirale. D'accord ? Tout le monde connaît le principe de la spirale. On l'utilise en mandala, il est reconnu partout sur la planète comme une structure géométrique de référence dans toute forme de culture. C'est autre qu'un vortex. Un vortex vu sur un plan. D'accord ? Chez les soufis, on utilise ce mantra qui s'appelle Sun Kun Nun, qui est sous forme, on va dire, de schéma, un double vortex dont le centre est cubique. Le cube est la structure cristalline basique de la planète Terre. Hein. Tout ce qui est en lien avec le cube est en lien avec l'énergie de la planète Terre. Le silicium, le granit, le fer, tout ça sont des structures cristallines cubiques, d'accord, avec le noyau de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cube, il est placé au centre d'un double vortex. Pourquoi ? Parce que entre l'inspire et l'expire se passe un élément important qui est un espace, on va dire, qui nous donne accès à l'infini, à quelque chose qui n'a pas de dimension, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est l'apnée. On appelle ça, pourquoi ? Parce que, pour vous donner une idée, normalement, à chaque fois qu'on inspire de l'air en nous, avant d'expirer, il y a un espace dans le temps qui est très infime, qui s'appelle l'apnée. Et actuellement, on se trouve dans une situation où ce temps est de moins en moins pris en compte. Il n'est pas pris en compte d'une part parce qu'il n'est pas conscientisé, souvent par méconnaissance, et ensuite parce qu'il y a une modification, on va dire, dans le monde cosmique dans lequel on évolue, et cette modification est liée à un changement, on va dire, de cycle de l'univers. Dans l'univers, le cycle de déplacement du Soleil, du système solaire devant les 12 signes du zodiaque. Et c'est là un petit peu où je voulais en venir. C'est-à-dire actuellement, on se retrouve dans une situation entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On va y arriver. Donc ça, c'est le principe du vortex. Ça, ce schéma, vous le trouverez sur un livre de Victor Schauberger. C'est le principe du vortex. Et c'est Victor Schauberger qui explique bien que toutes les formes sont d'origine sonore. Ça veut dire que quand on parle d'un son, on parle aussi en même temps de l'impact d'un son sur la matière qui est à l'origine de la forme. C'est pour ça qu'on parle du verbe créateur. D'accord ? Donc il y a la lumière, c'est l'énergie, et le son, c'est la forme. Donc je vous ai dit, le principe de la manifestation de la matière, c'est ce fameux double vortex dont le centre, appelé point zéro, est toujours un espace, on va dire, je ne sais pas si on peut vraiment le définir. Est-ce qu'on peut définir quelque chose de fini et infini ? Voilà. Il faut réfléchir à ça. En fait, quelque chose
Un humain, il n'a pu commencer à se manifester tel qu'il est que parce qu'il était fini. Vous voyez, il y a un plan fini au départ. Mais ce plan fini, il était nécessaire pour pouvoir commencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et on est en nous, on a notre mémoire cellulaire qui a ce plan fini en nous, mais qui est quand même caché, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoirement conscientisé en permanence. Donc on va vers quelque chose de fini, mais qui n'est pas défini concrètement, physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? On est en permanence dans l'infini. On va dans l'infini vers quelque chose de fini. Bon, peut-être un petit peu trop... il fait peut-être un peu trop chaud pour comprendre ça. Mais c'est nécessaire d'arriver à conscientiser le fait qu'on va vers quelque chose qui est connu en nous, parce que c'est fini. Voilà. C'est un plan fini. Donc voilà le principe du double vortex. La différence de potentiel qu'il y a entre un espace et un autre génère une tension. Et cette tension, elle va être d'autant plus importante qu'il y a une différence entre le haut et le bas. Par exemple, pour un humain, la connexion cosmique est tellurique. Si on a des bonnes connexions à la Terre et une bonne connexion au ciel, on aura une bonne tension. Si, pour plein de raisons, des raisons qui sont d'ordre un héritage familial, par exemple, une mauvaise relation avec les parents, connexion au père avec la connexion cosmique, connexion à la Terre avec la connexion tellurique ou à la mer, etc., on peut avoir une déficience au niveau de cette fameuse tension. Alors on dit, il a de la tension. Et oui, s'il a une mauvaise connexion, il est obligé d'avoir plus de tension pour arriver à fonctionner correctement. C'est ça le principe. Et bien souvent, quand il y a un excès de tension, eh bien, on diminue le temps d'apnée dans la journée. On va donc devoir, pendant la nuit, au moment où l'être humain, son corps physique se repose, l'âme quitte le corps physique pour rejoindre le monde des étoiles, et c'est pendant cette période d'apnée que l'âme retrouve les informations dont elle a besoin pour continuer le chemin. Eh bien, on peut, très logiquement d'ailleurs, vous pourrez voir autour de vous, des gens qui sont sous tension, et souvent ce sont des gens qui font l'apnée du sommeil. D'accord? Vous verrez, faites le test, vous comprendrez. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le temps, dans la journée, de conscientiser ce qu'ils font. D'accord? C'est-à-dire, on perd sa vie à la gagner, on court toujours, on n'a jamais le temps. Pourquoi on n'a jamais le temps? Et il s'avère que c'est d'année en année, de plus en plus flagrant. On n'a jamais le temps de faire ce qu'on a prévu de faire. Donc voilà, on arrive à un moment stratégique de la planète Terre et du système solaire qui a changé et qui est en train de changer, mais qui n'a pas fini de changer. Donc je vais vous lire juste un petit passage que vous trouvez dans un livre, mais pas que dans ce livre, mais qui me sert un petit peu de base de livre pour étudier pour faire les formations que je transmets. Donc c'est Le chaos sensible de Theodor Schwenk. C'est un livre connu que je sais que tout le monde a sur sa table de chevet. Non? Ah bon? Donc je vous lis juste un petit passage de ce livre pour vous donner une idée de la problématique dans laquelle on est. Chez l'homme, des lois cosmiques commandent au rythme de la respiration, à la pulsation du cœur et à la circulation du sang. Sachez que, quand on parle de circulation du sang, on parle de circulation dans le sang. Ok? Je vous expliquerai après la nuance qu'il y a. Par les 18 respirations qu'il accomplit en moyenne à la minute, soit 25 920 par jour, 25 920 par jour, l'homme est relié au Soleil, dont le point équinoxial met 25 920 années à parcourir le zodiaque. Donc les 12 signes du zodiaque. D'accord? Par ailleurs, la respiration de l'homme est au battement de son cœur dans un rapport de 1 à 4, car 18 respirations se font dans le même temps que 72 battements de cœur. Cette relation numérique ne paraît pas être due au hasard. On la retrouve dans la nature en dehors de l'homme. Les vitesses de propagation des vibrations sonores sont 4 fois plus grandes dans l'eau que dans l'air.
Et cette proportion est particulièrement exacte en ce qui concerne l'eau de mer. L'eau salée, si vous voulez. Vous voyez ce qui sort de la grotte là-bas? C'est de l'eau de mer, dont les propriétés ont été si souvent rapprochées de celles du sang humain. Il existe donc un chemin qui part des rythmes macroscopiques, passe par la respiration aérienne de l'homme et aboutit aux pulsations de son sang. Aux pulsations de son sang. Vous allez voir pourquoi c'est ça qui fait battre le cœur. En sorte que l'être humain vit entièrement selon les rythmes de l'univers. Ok. Donc, on laisse comme ça, on verra après. Donc, si vous voulez, tous les 25 920 années à peu près, hein, parce que ça c'est très théorique, hein, mais il s'avère qu'il y a à peu près 25 920 ans que le cycle de parcours du système solaire devant les 12 signes du zodiaque aurait commencé. Donc on arrive à la fin d'un cycle, ou la fin de temps, d'une comptabilité d'un temps. D'accord? Or, il s'avère que depuis 30 ans à peu près, ou 40 ans maintenant, une quarantaine d'années, 83, 2018, ouais, c'est ça, 15, 20 ans, ouais, c'est ça, 25 à 30 ans, là, on a constaté, notamment un scientifique américain, comment il s'appelle, Greg Braden, a été un des pionniers à constater ça. Il a écrit un livre qui s'appelle L'éveil au point zéro, il y a déjà une quinzaine d'années, que la fréquence de Schumann, c'est la fréquence vibratoire de la manifestation de la vie qu'il y a entre la lithosphère et la ionosphère. Et cette fréquence, qui était évaluée à peu près à 7 et quelques Hertz, a plus que doublé puisqu'elle est maintenant aux alentours de 16 Hertz. Et la question est pourquoi il y a cette augmentation de fréquence. En fait, il y a plein de paramètres qui se cumulent les uns sur les autres. Mais ce qui est certain, c'est que le temps que vit la nature dans lequel nous, on évolue, n'est plus du tout le même que celui comptabilisé par nos systèmes de comptabilité humaine. D'accord ? Il y a donc aux alentours de 16 heures au niveau de la nature et de 24 heures par rapport à la montre et à la comptabilité du temps humain. Vous voyez ce que je veux dire? Du temps technologique, scientifique, humain. On a donc des gros décalages par rapport au temps que l'on prévoit de faire, au temps de travail, au temps de l'activité, et ce que l'on vit concrètement, naturellement. Il y a un gros décalage. Ce qui fait une perturbation au niveau de nos glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles sont en lien avec l'énergie de la terre-mère. Et c'est ce qui nous permet de faire fonctionner l'ensemble de notre système énergétique physiologique par le fait que les globules rouges riches en fer, quand ils passent dans les glandes surrénales, captent l'énergie magnétique de la Terre et vont redistribuer ça progressivement dans tous les organes. Les globules rouges sont les éléments qui circulent dans le sang. D'accord ? Avec un support extraordinaire qui s'appelle le plasma. Le plasma sanguin. Le plasma sanguin, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est un liquide. D'ailleurs, a priori, on n'explique pas d'où ça vient. On sait simplement qu'on a appelé ça plasma. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais simplement, ça s'appelle plasma. Le plasma, en fait, c'est une interface entre un monde non visible et un monde qui devient visible. D'accord ? Donc, je vous dis ça maintenant parce qu'on reviendra là-dessus pour expliquer d'où viennent les globules rouges. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte au niveau de la nature avec un système d'un corps physique qui est décalé par rapport à sa conception originelle. La nature change de rythme de vie, il faut que l'humain, son corps physique, s'adapte.
Or, tous les gens qui sont nés avant les années 80 ont beaucoup plus de difficultés que ceux qui naissent en ce moment. Il y a un grand décalage. Par exemple, on dit oui, mais les enfants sont bizarres, ils sont intenables. Enfin, c'est pour ça qu'on les vaccine d'ailleurs, parce qu'après ils sont complètement nazes, ou alors ils pètent un boulon. Voilà, ça arrange tout le monde. Pourquoi? Parce que la végétation, même les animaux, sont déjà adaptés. Ils s'adaptent très rapidement à la nature, alors que les humains, il leur faut un laps de temps à cause de la complexité même de l'être humain. Et c'est pour ça que si on a plus de 40 ans, on aura plus de difficultés à vivre à s'adapter au nouveau rythme de vie. Donc, les problèmes de notre système actuel sociétal, entre autres, on arrivera progressivement vers le climat, sont tous liés à une ignorance même d'un fonctionnement de la manifestation de la vie naturellement. C'est-à-dire que naturellement, la vie se manifeste avec toujours le souci d'exprimer ce qu'il y a le mieux en elle. On va prendre le cas d'un grain de blé. Mais le grain de blé, c'est synonyme de graine en général. Hein. Le grain de blé, j'ai une affection particulière pour le grain de blé pour en avoir cultivé suffisamment longtemps, et ensuite pour l'observer et pour savoir à quel point, au moment de la germination, il y a des forces de vie qui se manifestent, d'ailleurs des hormones, hein, pour les gens qui font des boutures par exemple, hein, si vous voulez faire des boutures de plantes, eh bien, vous mettez un grain ou deux de blé au pied de la bouture et en arrosant la bouture, les grains de blé en début de germination génèrent des hormones ou des forces de vie, mais on appelle ça hormones. En fait, ce sont des messages de vie qui sont tellement puissants que ça va inciter le petit bout de branche de faire des racines. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque graine, dans son processus d'expression de la vie, c'est une forme d'alchimie qui va chercher dans un monde non visible des informations pour les amener dans le visible. Or, actuellement, on est dans une situation catastrophique par rapport à la qualité des semences. Je reste que dans le monde de la bio. Hein. Je ne rentre pas dans ce monde du non-vivant. Hein. Je reste dans le monde de la bio. Hein. Des graines qui sont censées être bio, de qualité, etc. Or, il s'avère que une majorité des graines qui sont utilisées, même en bio, sont des graines issues de croisements F1, des graines améliorées, entre guillemets. Surtout quand vous utilisez des graines germées pour consommer. D'accord? Les graines à germer, il n'y a aucun réseau, pour le moment, on en a parlé ce matin notamment à la foire de Cuisa, il n'y a aucun réseau de production de graines à germer qui garantit la qualité d'une graine non F1. F1, ça veut dire qui a été modifié par des croisements. On affaiblit un support, ce qu'on appelle une souche, sur lequel on va introduire une information d'une autre graine correspondante de la même famille pour faire un croisement qui va être productif plus ou moins, mais qui va ne pas durer. C'est-à-dire que dans le temps, l'année d'après, vous pouvez avoir par exemple des tomates, vous aurez des tomates qui n'auront que des branches et des fleurs, ils n'auront pas de fruits. Vous voyez? Mais ce sera à profusion. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le principe des F1. Or, à chaque fois que vous utilisez des graines, assurez-vous que ce sont des graines qui ne sont pas F1. D'accord? C'est déjà une première chose. Ensuite, même si vous avez une graine qui n'est pas F1, qui n'a pas été croisée, une graine, pour qu'elle puisse exprimer la totalité de ce qu'elle est vraiment, c'est exactement comme un humain, il faut qu'elle soit élevée dans le respect de sa spécificité. Je m'explique. On peut faire des graines, on peut faire des semis avec des graines non F1, mais ne pas avoir obligatoirement à la récolte des graines qui soient capables d'exprimer de manière authentique et dans leur potentiel maximal la spécificité de la plante. Pourquoi? La graine, si elle est
cultivé avec respect et en connaissance de l'environnement qui lui correspond au mieux. Vous voyez, si vous mettez des tomates à l'ombre d'un chêne en plein nord, je doute que vous ayez des tomates avec des graines qui soient capables d'exprimer la plante au mieux quand vous allez ressemer ces graines. Une graine, elle n'a pas en elle la totalité du potentiel d'expression. Elle n'a pas en elle la capacité d'exprimer la totalité de la plante. C'est ça qui est subtil. Elle a simplement des référentiels, comme un logiciel, avec des clés pour ouvrir les portes à l'accès à la grande bibliothèque du monde non visible pour aller chercher les informations dont elle a besoin pour s'exprimer au mieux. Vous avez compris ça? Les humains, c'est pareil. Exactement pareil. Or, la mission d'un organisme vivant, quel qu'il soit, c'est de remplir une mission d'harmonisation dans son processus d'histoire de vie. Que ce soit une graine. Alors, on a inventé les mauvaises herbes. On a inventé les mauvaises herbes. Ça n'existait pas, ça. C'est verbal. Heureusement qu'il y a de l'herbe. Vous voyez, il y a Bordeaux-Séclé qui nous parle beaucoup des graines germées. Et il parle de l'herbe, issue de l'évangile essénien de la paix. À chaque fois qu'on parle de force de vie, on parle de l'herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Il y a simplement l'expression d'un monde vivant qui, grâce à l'herbe, prouve qu'il existe. Donc une graine, il faut qu'elle soit récoltée auprès d'une plante qui a été cultivée dans le respect du contexte qui correspond au mieux à la plante. Pour un humain, c'est pareil. Un enfant, quand il vient au monde, il a besoin d'un contexte qui remplit ses besoins. Or, les besoins d'un enfant, c'est essentiellement de l'amour. De l'amour qui est transmis avec des supports, en l'occurrence le sang de la maman, le lait de la maman, le sang pendant la grossesse, le lait après la naissance, etc. Mais c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas d'ordre physique, c'est quelque chose qui est plus d'ordre métaphysique et qui va progressivement passer par un stade du physique. D'accord ?